Quel bilan pouvez-vous faire du Mali d'après Ibeka? Nous, en tant que coordination du mouvement de la Zawad, rappelez-vous que c'est la première fois depuis l'accord pour la paix et la réconciliation en 2015 que nous avons pris part à un gouvernement, de surcroît un gouvernement de transition. Cela se justifie par beaucoup de choses. La première pour nous, c'est qu'une transition, c'est pour une mission. Certes, c'est un délai qui est fixé, mais c'est pour une mission. Et dans les premières interventions qu'on a suivies de ceux qui ont pris cette décision de renverser l'ancien régime, c'est vraiment la refondation du Mali. C'est vraiment la paix. C'est aussi venir aussi mettre fin à toute forme de malgouvernance. Ensuite, au fond de cela, on sait qu'il y a des aspects qui ne peuvent être résolus que lorsque les pays acceptent pleinement qu'il y a un problème. Et je pense que l'arrivée des chefs de cette transition a été ce message, que rien ne va depuis un moment. Et cela a valu le prix de mettre de côté un gouvernement ou un régime démocratiquement élu. Cela sous-entend que la mission qui est attendue est essentielle. Un an après le début de la transition qui a commencé des mois après le putsch, aujourd'hui on ne voit pas des éléments concrets de cette refondation, qui était le message clé. Vous savez, l'accord pour la paix et la réconciliation qui nous engage avec le gouvernement ou l'État central du Mali parle de révision constitutionnelle. Les gens qui ont renversé Ibeka parlent d'une nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de la révision constitutionnelle. Ils proposent une nouvelle constitution. C'est-à-dire que les Maliens vont prochainement se comprendre et se faire gérer à travers un nouvel pacte social qui est une nouvelle constitution. Je pense que déjà le message est courageux, mais jusque-là, on n'a pas les éléments concrets de cela. Au bout du fil aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est qu'entre nous, je parlerai de nous, mouvement signataire de l'accord, et les membres de la transition aujourd'hui, le gouvernement de transition, auquel on participe à travers des portées ministérielles aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'incident majeur. Mais dans le fond, l'accord qui nous engage, depuis le 18 décembre 2020, c'est-à-dire que 3 ou 4 mois après le putsch ou après le renversement, on a eu une feuille de route sur l'accord. Jusqu'ici, cette feuille de route est presque table morte. On n'en parle plus. Pourtant, la feuille de route, c'est la clé d'un chronogramme de mise en œuvre de l'accord. Sur les mesures de confiance, je pense qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Le fait que même je me permets, dans la capitale, de dire ce que je pense du pouvoir central sans être inquiété, c'est une mesure de confiance. Le fait qu'aujourd'hui, des missions, c'est la première fois depuis 2015 que autant de missions gouvernementales se rendent à Kidal en si peu de temps. Aujourd'hui, on a au moins combien? Au moins 4 ou 5 missions gouvernementales de haut niveau qui sont arrivées à Kidal. Sauf au niveau Premier ministre ou au niveau président. Mais des ministres sont partis tout le temps. Récemment, c'était le ministre de l'administration territoriale qui était à Kidal, à Tessadit, qui était à Tombouctou, qui était à Gao, à Menaka, et dans un climat très très avancé de confiance. Pour ce qui concerne les réformes politico-institutionnelles, la clé du problème au Mali, la question de l'armée reconstituée, la question des programmes de développement, ça, on a du mal à bouger. Il y a beaucoup d'arguments qui reviennent. Donc pour nous, c'est un bilan mitigé, très mitigé d'ailleurs, et de plus en plus inquiétant. 12 mois après le départ du régime Ibrahim Boubacar Keïta, qui symbolisait la gabegie, la corruption, l'incompétence, le laxisme au sommet de l'État. Donc 12 mois après, la transition porte espoir. Nous avons espoir sur un Mali nouveau, parce que il faut reconnaître qu'on a fait un faux départ. Avec Bandaou et Mokhtarwan, on a fait un faux départ. Mais aujourd'hui, la transition a été réorientée à travers la prise de responsabilité du président Assimi Goïta. Et aujourd'hui, Sogel Kokala Maïga à la primature. Donc nous avons espoir et les signaux sont forts et sont importants par rapport aux attentes et aux aspirations profondes et réelles du peuple malien. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de réformes politiques, institutionnelles et de refondation. Quelles sont, selon vous, les réformes dont notre pays a besoin? Vous savez, au Mali, nous avons un grand corps malade qu'il faut soigner.
Mais il faut reconnaître également que quand tout est urgent, on va s'attaquer aux priorités. Le peuple, pendant les 4 mois dans la rue, réclamait plus de façon fondamentale 3 points, à savoir la sécurité, que les tueries quotidiennes cessent, que le Mali recouvre l'intégrité territoriale et que le Mali vit une paix durable. Donc c'était la première revendication phare du peuple malien en 2020. La seconde revendication, c'était la justice, parce que nous avons soif d'un état de droit. Et les régimes précédents avaient érigé la corruption en système de gouvernance, donc qui avait affecté tous les domaines, y compris l'armée, l'éducation, la santé, l'économie et tous les domaines vitaux de la nation. Donc maintenant, la troisième grande revendication, c'était par rapport à la renaissance, la refondation bien sûr. Donc nous pensons que les secteurs prioritaires qui sont la sécurité, la justice, l'éducation, la santé et surtout au niveau des institutions, il y a des insuffisances qu'il faut apporter des améliorations puisque des régimes ont travaillé à ce que des textes soient verrouillés pour se protéger et non protéger la nation. Donc ce qui nage à contre-courant pour un État avec une gouvernance vertueuse. Donc pour ce faire, nous espérons qu'à travers les assises nationales de la refondation, que des points essentiels seront discutés, débattus, seront résolus pour qu'enfin le Mali soit mis sur les rails. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la première des choses au Mali qu'il faut avoir, c'est un pacte social, un pacte de paix entre toutes les identités, les terres, les territoires, les communautés qui composent ces pays, et même les territoires. Il ne faut pas les nier, il faut arrêter les dénis. Il faut aller à cela, il faut qu'on ait un pacte social nouveau, qui va être un élément fondamental ou une référence de notre nouvelle constitution ou de notre conseil révisé. Je sais que l'accord, les gens le critiquent beaucoup. Mais si j'écoute certains experts qui parlent avec sincérité et franchise, avec un atout scientifique, vous verrez que la demande est plus forte que l'accord. Il y a des avis qui vont au-delà de l'accord. L'accord propose une simple régionalisation avec, n'est-ce pas, des transferts de certaines compétences, services déconcentrés collectivités. Mais quand vous regardez, ces pays, on a besoin de toucher à la Constitution, de sorte qu'elle puisse répondre à notre réelle diversité. Ensuite, de cette Constitution, on va dégager les réformes institutionnelles. Quelles sont les institutions dont on a besoin? Est-ce qu'il y en a trop de trop? Est-ce qu'il y en a de moins? Qu'est-ce qui manque pour réguler les liens socio-économiques entre les populations? Le DENI a dit qu'il faut aller à une relecture de certaines dispositions de l'accord conformément à l'article 65 de l'accord, du dit accord. Autrement dit, l'article 65 dit que lorsqu'il y a l'une des parties suppose qu'il y a une disposition ou des dispositions ambiguës par rapport aux 4 principes, la souveraineté nationale, la forme laïque de l'État, l'intégrité nationale, l'unité nationale, cette partie peut saisir par voie définie, le mécanisme défini, la médiation à travers les CSA. Mais cela, il faut l'argumenter. Et je pense que si le gouvernement aujourd'hui a quelque chose à trouver incorrect ou compromettant pour ces 4 principes, le gouvernement saisit clairement. Mais il faut un consensus des partis. Il faut arriver à convaincre. Aujourd'hui, nous, on n'a pas vu dans l'accord une disposition qui soit une menace pour ces 4 principes. On ne la voit pas. Pensez-vous qu'on est en mesure de tenir des élections libres et transparentes dans le délai imparti? La grande interrogation, est-ce que les missions qui ont été assignées à la transition ou qu'elles s'est assignées ou que nous pensons qu'elles doivent être assignées sont réalisables pour ce qui reste? Parce que le temps qu'on passe à poser cette question aussi est un temps à perdre. Aujourd'hui, il ne faut pas continuer à sortir des messages autour de cela tout de suite. Il faut démontrer qu'il y a un travail qui est fait. Même s'il faut prolonger, peut-être que ce sera des mesures possibles. Mais là, les délais, c'est vrai qu'ils s'épuisent, mais la mission, on en est où? Deuxième chose, et c'est ce que nous disons toujours aux partenaires internationaux, pas seulement au gouvernement, parce qu'il y a aussi des choses qu'on a vis-à-vis de la lecture internationale du dossier interne. C'est que les élections présidentielles ou les élections quelconques ne sont pas une fin en soi. Vous pouvez élire un président avec
des élections transparentes, libres, équitables, tout, sur tout le territoire national. Mais si vous ne faites pas les réformes de base, installant pour le président de la République des institutions fortes, un État dynamique, où une véritable régulation des affaires est possible, où une sécurité pour toutes et pour tous est disponible, vous les remettez encore, vous créez les conditions de notre retour, en fait, notre retour, un feedback. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Donc certes, il faut des élections, mais il faut s'assurer que le problème malien n'est pas qu'une question d'élection. C'est une question de l'État, c'est une question de gouvernance, c'est une question de territoire, c'est une question d'identité, de ressources et même du terrorisme, qui est tout notre aspect complexe qui se joint à toutes ces difficultés internes. Pour nous, les élections sont c'est la dernière mission qui est assignée aux autorités de la transition, puisque la priorité d'abord pour moi, c'est la sécurité, comme je l'ai signalé. Il faut que tous les Maliens puissent, dans leurs localités respectives, avoir droit à ces devoirs citoyens qui est le vote, qui puissent s'en procurer également des documents de vote et qui soient tous les Maliens à l'âge de voter soient inscrits sur les listes électorales. Donc pour nous, tout ce travail et que le code électoral même porte des germes de corruption, de fraude. Donc tout ça doit être toiletté pour l'adapter aujourd'hui aux besoins du Malien. Parce qu'il ne faut pas ignorer que les mobilisations d'avril, mars, juin, juin 2020 ont abouti à cause des élections mal organisées. Donc on ne doit plus retomber dans les mêmes erreurs. Donc pour se faire des élections propres, crédibles et acceptables doivent être organisées à l'issue de la transition. Mais la priorité doit demeurer d'abord la sécurité et la justice, puisque, comme on a l'habitude de le dire, au Japon, les corrompus se tuent, se suicident. Donc en Chine, tu trouveras que les corrompus sont tués, et en Occident, les corrompus sont mis en détention, mais en Afrique, des corrompus se présentent aux élections. Donc cette anecdote doit nous pousser à réfléchir davantage pour que tous nos grands corrompus, c'est-à-dire des terroristes financiers qui ont mis nos pays à genoux, nos pays à terre, doivent répondre de leurs actes avant qu'ils aillent se couvrir ou derrière des soi-disant immunités et consorts, parce qu'ils cherchent à briguer des mandats électifs justement pour se couvrir et non pour servir. Donc pour se faire ça, après tout ce travail de refondation, que des élections propres qui doivent aboutir à un président légitime et à qui les Maliens donneront leur confiance et vont accompagner à réussir les 5 prochaines années les défis majeurs qui planent sur notre pays. Ou à défaut, êtes-vous favorable à une prorogation de la durée de la transition malienne? Je pense que nous devons éviter la va-vite parce que nous avons connu des souvenirs douloureux par rapport à cette pratique-là. Rappelez-vous de 2012, on nous a dit allons, par finir, on est encore retombé dans les mêmes problèmes, sinon plus pire. Donc pour ce faire, certes, nous avons besoin, le Mali ne sera pas un pays isolé, mais nous avons besoin de nous retrouver en bon malien, entre Maliens, discuter et prioriser pour nous les revendications, quoi. Et puis, qu'est-ce que le peuple attend de nous? Un peuple qui se fait tuer chaque jour quand il va lui parler d'élection. Un territoire qui est occupé à plus de 80% quand on parle d'élection. Or, les élections sont le premier élément de la souveraineté d'un pays. Et quand c'est les forces soi-disant internationales, c'est-à-dire la MINUSMA, qui emportent nos urnes dans des zones où nous ne contrôlons pas et que les résultats sont encore ramenés par ces mêmes forces internationales, sachant aussi que le Mali connaît cette crise-là depuis près de 10 ans, et cette crise qui a été orchestrée, planifiée et créée par la France. Donc c'est cette France qui pilote la MINUSMA et c'est cette France qui tente encore de mettre main basse sur le Mali et surtout le Sahel. Donc si c'est la MINUSMA, et la MINUSMA aussi a bénéficié de 2 mandats supplémentaires
pour cette prorogation de mai 2021, à savoir le premier élément, l'implication de l'aménagement dans le processus électoral, l'implication active de l'aménagement et la mise en œuvre effective de l'accord d'Alger. Donc c'est des éléments qui violent la souveraineté du Mali et qui livrent le Mali à la partition et qui met le Mali à plat ventre devant la France impérialiste et prédatrice. Donc pour cela, nous devons être très prudents, très vigilants, car nous traversons une période cruciale de notre histoire et nous devons accepter de souffrir une bonne fois pour que nous puissions en faire connaître le bout du tunnel, parce que chaque pays a connu sa traversée des déserts, mais les grandes crises révèlent les grandes intelligences. Donc pour ce faire, nous devons travailler à ce que ce soit des élections organisées par un organe unique, propre et assaini, et avec des nouvelles lois électorales qui seront convenues de tous à travers les assises nationales de la refondation, et pour qu'on aille à des élections auxquelles les Maliens pourront participer à l'intérieur et à l'extérieur, sans oublier aussi le problème des documents que les Maliens connaissent en Europe et un peu vers ces pays voisins. Donc pour nous, la carte NINA est aujourd'hui devenue un cancer. Nous devons, si nous ne pouvons pas aller directement à sa suppression, nous devons aller à sa suspension pour trouver une politique adaptée à cette démarche administrative, parce que c'est un piège également qui entoure le Mali pour que les Maliens d'Europe puissent vraiment connaître la paix, et puissent être à l'aise pour pouvoir travailler et apporter ce qu'ils peuvent apporter aux différentes familles et au pays. Je ne me prononcerai pas là-dessus tout de suite. C'est une question qui demande une autre analyse interne à l'organisation. Donc je ne peux pas me prononcer sur le fait que je sois favorable. Non, ce n'est pas une question de moi. Nous sommes une organisation et il y a des mécanismes pour décider. Par ailleurs, je pense qu'on ne nous a même pas demandé le jour où on devait le faire. On ne nous a pas dit, nous on va aller en transition, dans 10 jours on va renverser le président. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc cette question n'a pas été posée bien avant. Donc je pense que cette fois-ci, on fait comme on fait d'habitude. Soit on est partie prenant, soit on subit. S'ils prennent la responsabilité de prolonger ou de demander à prolonger, chacune des tendances nationales comme internationales se verra comment elle va réagir à cela. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un impact, un intérêt à ce que nous, on se positionne pour ou contre, pour l'instant. Enfin, que suggérez-vous aux plus hautes autorités de notre pays afin de mener la transition malienne à bon port? Moi, je crois que l'une des choses clés, c'est savoir pardonner. C'est aussi ne pas persister dans les erreurs que les gens vous signalent tout le temps. C'est le plus important. Il ne faut pas être très persistant sur les choses. Quand on est en transition, on fait la transition sur tous les aspects. Aujourd'hui, une partie du pays, ou même la grande partie du pays, se sent de plus en plus délaissée. On s'intéresse spécifiquement aux questions militaires, pendant que les populations ont d'autres besoins, qui peuvent être aussi gérés par des mécanismes transitoires. Mais sur l'accord où je reviens, où c'est très important pour nous, vraiment nous, de plus en plus, nous sommes très inquiets. Pas parce que l'accord est très très important pour nous plus que les autres, mais c'est parce que pour nous c'est un outil de paix. Et s'il est de plus en plus négligé, il va générer d'autres formes de frustration. L'autre chose pour terminer, c'est il y a quelques mois, en avril 2021, récemment, un grand collaborateur du CNSP après le putsch, ou je sais pas, en tout cas de sécurité de la transition, en l'occurrence notre secrétaire général, le président Sidi Ibrahim Sidat, a été assassiné à Bamako, ici à Bamako, dans la capitale, à son domicile. On nous a promis qu'il y a une enquête qui était ouverte. Chaque fois on demande, il y a une enquête en cours. Il n'y a absolument rien qu'on a comme information. Cela est très inquiétant. Mais pour nous, c'est important que les autorités de transition nous disent rapidement où en est cette enquête pour nous situer et pour qu'on puisse agir ensemble. Et nous sommes disposés à les accompagner pour tout ce qui est de l'information, de la coordination, n'est-ce pas, du soutien. Et comme les partenaires internationaux ont dit, aujourd'hui, les Américains ont mis à disposition des FBI, une équipe de FBI qui arrive à Bamako pour les aider. La MINISMA a dit qu'elle dispose de tous les moyens nécessaires pour ce qui concerne la logistique scientifique, à les aider pour l'enquête. Donc nous voulons une avancée et nous la demandons dans le plus bref délai. Ce que je propose, c'est d'abord de signer un traité de défense militaire avec la Russie.
que les Russes soient là pour nous aider dans une période de 5 ans à mettre fin à la guerre et à nous préparer pour ne plus retomber dans les mêmes travers pendant un long moment. Donc, et ensuite, parlant de la justice, que tous les dossiers qui sont en instruction ou tous les dossiers qui sont préparés devant la justice, les rapports des services de contrôle, de vérification, que tous ces rapports soient traités et que des coupables soient traduits devant la justice et pour pouvoir assainir le champ politique, qu'on ne risque pas d'avoir à la tête de notre État un brigand ou un trafiquant, sinon juste pour se couvrir et non pour servir. Donc après cela, nous devons aller à des élections propres, acceptables, qui seront crédibles aux yeux du peuple malien et de l'opinion internationale.